Soma Arts. Soma Arts. Oui, oui. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'était pendant le mois d'octobre. C'est la 484e édition. C'est ça. 1, 2, 3. On va être à deux à se partager le microphone, ça va être un peu plus compliqué. Bonsoir, bienvenue. C'est la 480. Non. Ça fait combien? 14 ans que nous existons? Plus combien? 16 ans. 16 ans, donc 16 ans, 12 fois 16, voilà. À peu près 200e. Ça va bientôt être la 200e édition De DBF. Est-ce qu'il y a des annonces de services si ce n'est pour remercier notre sponsor, la région de Lyon. Vous avez les brochures sur la table à l'arrivée. Et je vous recommande d'aller visiter Lyon, peut-être pas pour des raisons entrepreneuriales, mais au moins vous mangerez et vous boirez superbement, probablement mieux que n'importe où en France. Et 9 janvier au lieu du 2 aussi. Ah oui, la réunion de janvier ne sera pas le 2, ça vous surprendra, mais le 9. Le 9 janvier pour que vous ayez le temps de laisser le foie prendre un peu de repos après les festivités. Voilà, bonsoir. Nous accueillons aujourd'hui Michael, pardon tout à l'heure d'avoir écorché ton prénom, Michael Amar. Alors ça, vous allez le voir, c'est un serial entrepreneur. Alors il se qualifie modestement de serial laborieux, mais je crois qu'on va voir. Alors raconte-nous, viens un peu ici. Et dis-nous, où es-tu né d'abord? Je suis né à Schiltigheim. Il faut connaître. C'est la banlieue de Strasbourg. Ah, la banlieue de Strasbourg. Et que faisaient tes parents? Père médecin et ma mère. Ta mère? Ma mère l'aide. D'accord. Tu as des frères et sœurs? 2 sœurs plus jeunes. Qui font Une en finance et l'autre à une agence immobilière. Très bien. Alors, tu as fait des études secondaires toujours dans la région près de Strasbourg, à Schiltigheim? À Strasbourg, et j'ai fait mon école de commerce. Quelle école de commerce? Institut supérieur de la Glande. Très bien. Et pourquoi est-ce que tu as l'Institut supérieur de la Glande? Ça, c'est bien ça. Ah oui, il faudrait qu'on augmente le volume. Non, juste monter. Ouais, c'est bon. Si je peux, je casse. C'est bon auteur. Oui, ils sont tous. Voilà. Est-ce qu'on entend notre invité? Vas-y. Test. Oui, bon, très bien. Merci. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi une école de commerce? Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Comme on a pré-bac et on m'a dit fais une prépa. J'ai fait la première année de prépa. C'est moyennement passé, donc j'ai fait une deuxième année de prépa. Ça s'est très mal passé. J'ai fini dans cette école de la Glande. Tu t'es fait virer à coup de bâton? Non, je suis tombé amoureux quand il fallait pas, et du coup je suis pas allé en cours et ces derniers mois de la prépa, c'est pas terrible. C'est un bon motif au moins. Est-ce que c'est toujours avec la même? Non. Voilà, très bien. Alors, ensuite, cette école de commerce, c'est 2 ans, 3 ans, 2 ans? 3 ans. Je suis arrivé, en fait, j'avais un peu la rage, parce que j'avais quand même bossé 2 ans presque, et je me retrouve dans une école qui était pas terrible, du coup j'étais pas très bien quand je suis arrivé là-bas. Plutôt un peu la rage comme tout le monde. Du coup, je savais pas ce que je voulais faire, je bossais pas, j'étais plus au baby-foot qu'autre chose. Et t'es toujours bon au baby-foot? Ouais. J'ai gardé la main. Et au prochain gros contrat, on achète un Bonzini au bureau. Mais en fait, ça m'a vachement bien. Le baby-foot Ouais. Le baby-foot ou la rage? La rage. Parce qu'on avait un projet d'école, à l'époque c'était quoi, 94, il fallait faire un projet. En fait, ces écoles-là, qui ne sont pas forcément très bonnes sur le plan pédagogique, et on pousse pas mal le cul pour que vous vous débrouillez à faire l'entrepreneuriat par vous-même, et donc on devait monter une assoce chacun, et nous on a trouvé dans les caves là-bas un Minitel, 94. Donc on a enlevé la poussière, on a commencé à danser, on a mis les résultats des concours, des trucs comme ça, et on a commencé à faire énormément d'argent, sans faire exprès.
Et du coup, on pouvait embaucher d'autres étudiants. Comment ça sans faire exprès? Est-ce que quelqu'un ici croit qu'on puisse faire de l'argent sans faire exprès? Levez la main. Levez la main. Avec le Minitel. On n'a jamais essayé. Après, quand j'ai essayé, c'était dur. Après, quand tu as essayé, c'était plus difficile. C'était plus difficile. Ça, je le crois. Oui. Ouais, mais sur Minitel, tu peux faire beaucoup de conneries, tu peux même prendre de l'argent. Ouais. C'est un modèle comme Mais ça a duré. Bah, écoute, en 6 mois, on a monté une association, et puis on avait 10 personnes qui bossaient pour nous au bout de 6 mois. Et nous, on était là pour... T'es devenu macro, enfin, pardon... Gestionnaire. Non, c'était juste le site de l'école. On parle plus très bien les Français. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le directeur de l'école revenu des US à ce moment-là, il nous a dit, vous êtes gentil avec votre Minitel, mais il y a un truc qui s'appelle Internet, vous devez vous lancer. Et il a mis 1 million de francs à l'époque pour nous acheter une Silicon Graphics et qu'on prenne un ingénieur de l'EPITA pour commencer à faire le premier site web, je crois, des écoles de commerce. On s'est mis là-dessus, on pensait qu'on avait tout compris au bout de 2 mois, et on s'est dit, on va créer une boîte. Une boîte de quoi? Ça, c'est la question d'après. Donc on a trouvé un mec, un Américain qui débarquait en France dans un salon et qui voulait monter une boîte, vous savez, on fait ensemble. Et la boîte, c'était quoi? C'était Bertrand Retail Incorporated. Là, c'est bien, 94. Ils avaient monté un site de e-commerce ici pour vendre des biens luxueux français en Asie. On devait sourcer les produits, ils devaient monter les sites web, ils avaient les hangars. Et on avait les premières commandes. On avait des commandes pour du caviar, des trucs comme ça. Typiquement français. Les écharpes Madeleine Vionnet, des trucs un peu recherchés. Et ils ont commencé à faire le Vuitton, alors. Ils ont commencé à faire quelques chiffres intéressants. Ils sont tous endettés avec leur carte bleue. Et puis ça n'a pas marché parce que vous avez loué des warehouses, etc. Ils sont cassés la gueule très vite. Ils avaient 35% de capital. Ils étaient toujours étudiants, enfin, soi-disant étudiants. Et on s'est retrouvé avec 2 tiers du capital. On ne savait plus quoi faire parce qu'on n'avait plus de fournisseurs, plus de métier, plus rien. Donc mon associé a pris le HTML pour les nuls et on a essayé de monter une web agency. Le web agency, c'est-à-dire développement de sites web. Pour autrui. Ouais, pour autrui. Donc j'ai fait toutes les banlieues, les zones industrielles de Strasbourg, vous pouvez imaginer. J'avais un peu de réseau, donc j'ai essayé tous faites. Et en fait, je passais plus de temps à réparer des modems qu'à faire des sites web, pour être honnête, à l'époque. Et on a galéré jusqu'à ce qu'on finisse nos études, où on arrivait à peine à survivre. Par contre, d'un coup, comme par hasard, on était à temps plein, on a signé pas mal de contrats, on a fait la homepage de la SNCF à l'époque, on a une caisse de retraite organique, ministère du Travail aussi, on avait gagné pas mal de comptes. Donc ça a commencé à décoller en 98. Mais attends. Mais comment tu faisais comment tu faisais pour gagner un contrat comme ça? À l'arrache. Quand je dis à l'arrache, c'est que quand tu es sur les caisses de retraite organique, je peux t'assurer qu'il faut l'arracher le contrat, et quand on était dans la voiture et qui te demande c'est quoi votre certification qualité, j'ai jamais entendu parler de ce mot-là, jamais. J'étais en train de me dire, le soir, comme en fait on sous-louait un local, une mezzanine qui faisait 1,60 m de haut, c'est qu'on faisait attention de bien fermer le grillage en fait, après le soir en repartant, c'est ça notre procédure qualité. Ah oui. Donc ça c'est... Et donc tu garais, quand tu allais chez là, tu garais ta voiture en marche arrière pour pouvoir partir plus vite de chez le client, c'est ça? C'est des histoires, en fait, tu passes pour la SNCF, quand ils savent très bien que tu n'as pas de bureau, que tu es deux et que tu te prennent parce que le tarif sont les pâquerettes, qu'un jour tu veux augmenter les tarifs, s'il vous plaît, je peux vous augmenter un petit peu, qu'ils vont dire, tiens, en fait, dans la procédure, on doit visiter vos locaux, on vient la semaine prochaine. Bon, ok, on ne coupe pas les coups. Donc voilà. Ils ont l'air, mais ils sont pas bons. Pardon. Ça a duré combien de temps? Je pense qu'on était rentable en 98, 2000 on gagnait, je crois qu'en 2000 on a fait 40 000 € de résultats. On était tellement contents, sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas payé. Et le montant était de 40 000 €. Donc on a négocié encore une fois pour rien. C'est ça que c'est laborieux. Ah oui, c'est ça. Le profit, c'est pas la même chose que le cash, hein, c'est ça. C'est ça. C'est très simple, ça met beaucoup de temps. Oui. Et donc, ça s'est arrêté, ça ou... Non, parce qu'en 2000, on a vu tout le monde lever de l'argent, les gens connaissaient moins que nous, forcément. Et on s'est dit, nous aussi, on peut lever. On a effectivement rencontré 2 personnes qui ont investi 2 millions d'euros avec des termes et sur un PowerPoint de 4 slides qui sont, je n'oserais jamais remontrer à quelqu'un, pour monter un projet complètement. Mais c'était qui ces investisseurs? C'était le mec qu'on a trouvé dans la rue. Tu as fait un coup de pied dans une poubelle. Non, mais c'est vraiment ça. Il est sorti des investisseurs. En 2000, tu sais que tu faisais Internet, au début 2000, tu trouvais de l'argent. En France? En France. 1 million d'euros chacun, en plus. C'était pas mal.
Mais attends, c'était quoi? Des Voilà. nouveaux projets, c'était des bonnes sœurs? Non, il y en a un, c'est vraiment... C'était 1989, c'est L'un, c'était un riche rentier, et l'autre, c'était la famille Desco, à qui appartenait le groupe André, qui détiennent encore la boîte d'innovation, GM Weston. Oui, je vois. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'ils te donnaient de l'argent à toi? Je pense qu'ils ont amené un autre concept, qui était une toute nouvelle société. On avait toujours l'agence web et on a créé un concept qui, en fait, c'était un portail shopping comme Quelco. Sauf que quand vous achetiez, vous pouviez gagner des points, et ces points-là, vous pouviez les transformer en actions de notre boîte. On a créé le concept de l'actionnaute, l'actionnaire internaute. Il faut vous remettre dans les années 2000. Vous verrez que je suis un tout aussi con aujourd'hui. Je vous rassure, 10 ans après, j'ai fait la même. Mais en fait, on était le public à l'appel à l'épargne. Parce que nous, on se pointe, on se dit, bon, on va faire des actions de notre boîte, donc ça va être un super programme de filles, les gens veulent tous des actions de boîte. Si je vous filais maintenant du groupe LinkedIn, si vous achetez en ligne, vous serez peut-être content. Donc on s'est dit, c'est super. Et sauf qu'il fallait un visa de la COP. Oui, tu t'es pas retrouvé dans le tribunal avec un truc pareil? Bah non, on est allé à la COP. Ah, d'accord. Pareil, moi et mon associé, on est à 24 ans. Un truc comme ça, on dit bonjour, on a un visa. Boîte en formation. On n'avait pas encore closé notre investissement, on n'avait pas de salariés, on n'avait rien. Pas d'audit, pas d'audit. Mais rien. Je ne savais pas ce que c'était que l'AMF avant qu'on me dise que je vais aller voir l'AMF. Et donc, ils t'ont viré à coup de... non? Ah, ils m'ont jeté par la fenêtre. Et t'es rentré par la porte? Ouais, mais c'est pas toujours bien en fait. C'est pas toujours. Ça veut dire qu'on a forcé. Le truc, tu demandes toujours dans la vie, c'est est-ce qu'il faut forcer parce que c'est une épreuve, est-ce que pour que je réussisse, ou est-ce que franchement il ne faut pas y aller, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. C'est pas toujours facile de faire ce choix. Je suis confronté souvent. Et là, on a forcé, c'est-à-dire qu'on a fait tous les cabinets de Paris d'avocats, et il y en a un qui a dit j'ai trouvé la solution pour faire un montage qui puisse marcher. Il fallait faire une compensation de créance. Et quand est-ce qu'il est sorti de prison, cet avocat? L'avocat, il n'y a jamais en prison. Aujourd'hui, c'est le conseiller juridique de la boîte du CAC 40. Je ne sais pas s'il fait le même montage. Mais... Et donc, il t'a fait un montage, il t'a demandé beaucoup d'honoraires? Bah, il m'a demandé 1 million. Il ne m'a pas demandé parce que ça m'a coûté sur un temps. Donc toutes les autres startups, nos concurrents, qui prenaient des culs de bus, on a pris du cul d'avocat. Donc ça a coûté 1 million d'euros quasiment pour l'avocat. C'est pour ça que quand je dis que tu vas t'entêter, ils ont mis une armée pour trouver le truc. Il fallait faire des prospectus financiers sur une boîte qui n'existait pas. Il fallait la remettre de 3 mois. On a fait une AG au Palais Bruyère parce que bien sûr notre truc a marché au départ. On a eu 17 000 demandes d'actionnaires le premier mois. Je me retrouve là, Palais Bruyère, à faire mon AG. J'arrivais pas à lire en français, c'était pas de l'anglais, c'était pas maintenant. J'arrivais pas à lire les papiers qui avaient marqué, c'était des termes que je n'avais jamais vu de ma vie. Et voilà, on faisait une AG pour expliquer aux gens que c'était nos plans à 5 ans, etc. Et donc tu as été introduit en bourse? On n'était pas introduit en bourse, mais on était une boîte publique, quand même. Bon, d'accord. Et on avait donc on avait toutes les obligations de transparence, de répondre aux actionnaires, d'envoyer les mails. Parce que vous aviez trop d'actionnaires. Vous avez un nombre d'actionnaires. C'est comme ici. Hein. Si passer un certain nombre d'actionnaires, tu es considéré comme une boîte publique. D'accord, je vois. Et ça a duré combien de temps Écoute, je ne sais pas comment appeler ça. La création de la boîte, je crois qu'on avait commencé en janvier-février 2000, la création de la boîte c'est avril 2000. On a dû prendre les sous en juin. Et une semaine vous avez pris avant, combien de sous? Vous avez pris combien de sous? donc le million d'euros, c'est la qu'on a pris. Et une semaine avant le lancement, on avait fait un test neutre sans le dire à la COP, on n'avait pas testé avant. Et on a vu que notre truc ne marchait pas. Il aurait fallu injecter, je sais pas, 15 millions d'euros pour que ça marche. On était liés, on avait dit à tout le monde, on avait lancé tous blé, on était pieds et poings liés pour lancer quand même. Et donc Et on était certain que ça ne marcherait pas. Et bien, résultat, on a fait illusion pendant 2 mois, mais on s'est mis tout de suite à bosser pour le plan B. On a quand même lancé parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin, je ne sais pas si je fais la même chose aujourd'hui. Donc on a lancé, donc il y a eu un buzz énorme, on n'avait même plus d'argent pour se payer une boîte de pierre, ça a nos avocats. Ça s'appelait comment l'entreprise? Daouda. Daouda. Comme la femme de David. Quoi. Daouda. En hébreu, en arabe, Daouda. D'accord. Peut-être qu'on a... En fait, on avait rencontré un jour quelqu'un qui nous avait demandé de l'argent dans la rue. Comment il s'appelait? Il s'appelait Delphin. Comme ça. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Il cherchait le nom, on parlait de ça à ce moment-là, il nous a dit son nom, on s'est dit c'est pas. Non, mais ça flatte. Il donnait beaucoup d'argent? Non, mais c'est nous qui l'avons. C'était un mendiant. C'était un mendiant? Ah, d'accord. D'accord.
Non, non, j'ai pas. C'est tellement incroyable que j'ai pas comité, d'accord. D'accord, la boîte s'appelait Daouda, du nom d'un mendiant qui vous avait donné de l'argent. Et donc, vous avez fait le plan B. Donc on bossait sur en fait, dans l'intervalle, on a quand même fait notre lancement, on a eu plein de buzz, des mecs qui nous disaient hey, vous n'avez pas rue du commerce, j'aimerais gagner des actions quand j'étais chez rue du commerce, rue du commerce. On a des gens qui veulent vous mettre dans notre catalogue pour gagner des actions, mais qui ne comprend rien au bout du fil. Mine de rien, on a ces 17 000 demandes d'accès, ces 17 000 actionnaires, les mecs qui sont super engagés. On dit ça ne marche pas notre truc, il faut qu'on arrête. Donc de toute manière, il fallait qu'on lève plus de sous. Ouais, septembre, octobre 2000, c'est même pas la peine d'essayer de commencer. Ouais. Donc le plan B c'était quoi? C'est qu'on avait quand même, mine de rien, pour pouvoir attribuer les points en temps réel, on avait créé une techno tracking, et on était première techno tracking, je pense, en France. Et cette techno on l'a utilisée pour faire des galeries marchandes en marque blanche. Donc, on allait voir tous les sites médias, les RTL, les chaînes de télé, et on a géré pour eux leur bouton shopping dans leur site web. Et on gagnait de l'argent en partageant les revenus. Ça a été super laborieux, on a failli crever 4 fois en 4 ans. Et là, toujours, tu te dis, est-ce que ça vaut continuer ou pas? Et tu te dis, allez, je suis un facteur, je vais y aller, je me bosse. Tu te payais un salaire à l'époque? Ouais, on se payait, je crois, 8 000 francs. Et quand même, qui est-ce qui vous donnait de l'argent? Ben, on avait réussi quand même à caser notre techno. Au moment où on avait, je sais pas, par exemple 40 sites médias, des sites connus. On avait réussi parfois à gruger des pas de porte, des frais techniques. On se sortait un peu à l'arrache. Puis il y a quelqu'un un jour qui est venu et qui a dit moi je donne des prépaiements à tout le monde, je file 500 000 € à 500 000 € à tout le monde pour avoir les contrats. C'est pas ce qu'on aurait généré en 4 ans pour eux. Donc là on voyait que c'était quasiment fini. Je fais un peu un voyage du dernier recours aux US, à un salon AdTech. Je vois le monde des ad networks, je dis ok, on fait 3 partenariats sur place, on revient en France, on lance un ad network. On a vivoté, je vais faire long story short, on a vivoté jusqu'en 2005. Par contre en 2005, ça s'appelait toujours Daouda. C'est toujours Daouda, on avait racheté en fait, on avait fusionné avec l'agence qu'on avait créée. Les trucs, parfois il faut du cul, je pense que c'est fin 2005, on a le même mois 3 de nos clients qui viennent nous voir. C'était Yves Rocher, Intermarché, 3 Suisses, qui nous disent écoutez, vous êtes gentil avec votre network. Ça fait déjà 5. Avec 3 Suisses, ça fait 5, je sais pas. Vous êtes gentil, vous avez des super résultats, mais vos volumes sont ridicules. Mais par contre, nous, on se prend partout ailleurs. Donc, prenez notre budget, lancez une agence et on vous accompagne. Donc, on regarde, on se dit d'accord, on laisse gérer notre network par notre directeur commercial et on monte une agence sans lever de sous. Une agence média en ligne avec un positionnement qui était héroïste. Parce que l'agence média, c'était pas nouveau en 2005, fin 2005. Et on a été positionné on a toujours cette mentalité de tracking qui nous avait permis de lancer la première boîte. Et en fait, en 2 ans, on est devenu la première agence indépendante sur le marché français. Sans lever de sous, avec des clients qui ont fait des prépaiements. On est monté à peu près 12 millions de chiffres, de résultats nets de la deuxième année. Incroyable. C'était plus que tout ce qu'on avait fait en cumulé depuis le début. Et ensuite? Ensuite, c'était fin 2007. On s'est dit c'est chiant quand même le B2B. Et je suis passé mon temps à dormir chez mes clients littéralement. Donc service client, proximité. Difficile, les marges commençaient à s'éroder parce qu'on avait des caras qui se mettaient à 4% quand on était à 11 et c'était du vrai fight. On avait des bons résultats mais on s'est dit que ça allait pas tenir 1 ou 2 ans de plus. Et on s'est mis en vente en fait par 2-3 gens qui m'en ont parlé, qui ont parlé de nous et on a vendu. On a créé la boîte septembre 2005, on l'a vendue novembre 2007. À qui? À une boîte qui s'appelle référencement.com. Référencement.com. Ah, Sylvain Berreich. Tu connais, on en parlera pas ce soir. Bon, écoute, on a fait un bon deal, on a pris de l'argent en cash, c'était avant la crise, c'était bien. Non, c'est très bien, lui, il est coté en bourse, lui. Ouais. Sylvain, je le connais. Très bien. Et donc, t'étant débarrassé du bébé, qu'est-ce que tu as fait? En fait, pendant l'earn-out, j'ai réussi à négocier de venir à Palo Alto pour continuer mon earn-out pendant 1 an, à conseiller nos anciens clients où je faisais pas mal de discussions M&A et licences techno pour associer Cofilis notamment. J'ai fait ça pendant 1 an, ça m'a permis de construire un peu mon network ici. Et après, en fait, je vais passer quelques mois à réfléchir à plusieurs projets. Et en fait, très vite, je suis tombé dans un nouveau projet. Qui s'appelle I Feel Goods. J'ai pas rencontré de mendiant. Non. Alors, I
Ça, je comprends. Feel. Feel. Ouais, et goods, alors pourquoi? Eux, c'est pour virtual goods. D'accord. Et donc, les virtual goods, c'est quoi? C'est des sacs à main pour avatar, des costumes Ouais, c'est exactement ça. C'est du cash pour ta ferme, ou un tracteur, des faux jetons de poker. C'est tout ce qui fait l'argent de Zynga. Ouais. Et alors, attends, explique-nous un peu le modèle financier de la pompe Afrique. Donc, à qui est-ce que tu donnes de l'argent et à qui est-ce que tu prends de l'argent dans ton affaire? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une plateforme de promotion digitale. Notre objectif, c'est de remplacer les coupons de réduction, les gift with purchase et tous les discounts que vous pouvez imaginer, en donnant à la place un bien virtuel et avec un concept derrière qui est de se dire que, idéalement, il faut qu'il y ait une valeur perçue plus élevée pour les clients finaux, par contre, un coût d'exploitation moindre pour les annonceurs. Si je donne un exemple, du bien, donne un exemple du bien virtuel. Un exemple, c'est achète un t-shirt chez Gap avec $10 de réduction. Et nous, on l'a remplacé, c'est achète un t-shirt chez Gap et gagne 50 Facebook Credits. Facebook Credits valant que $5. Donc notre idée de base, c'était quoi? C'était de baisser les coûts de promotion pour les annonceurs. Mais pourquoi est-ce qu'alors, et pourquoi est-ce que le client va accepter des Facebook Credits, 5 Facebook Credits, plutôt que $10? 50, enfin $5. Pourquoi? Parce que, je suis désolé, j'ai dit tellement de fois en anglais, c'est parce que, en fait, les gens sont habitués sur les biens virtuels qui font de l'argent de Zynga. Sur 100% des gens qui jouent, il y a peut-être que 3% qui achètent vraiment ces biens virtuels. Et les autres, ils n'achètent pas parce qu'ils disent, je ne vais pas payer pour des faux tracteurs ou des faux points de joker, même quand je vais gagner, je vais battre tout le monde, je ne pourrais quand même pas faire de cash out, qui n'a aucun sens à la payer. Ou alors il y a madame qui risque de me taper dessus. Donc les gens n'achètent pas, et nous ce qu'on essaie de faire, c'est quelque part de relieve the guilt, déculpabiliser les gens. Ouais. Et de leur dire, voilà, ça ne va pas te coûter grand chose, mais le coupon de réduction, c'est un peu, voilà. Personne ne va le voir si tu prends des Facebook Credits à la place. Madame ne te vendra pas. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand vous réfléchissez des marchands, vous achetez chez un fleuriste en ligne. En général, vous pouvez avoir une offre qui va être un vase. Et le vase, il faut l'acheter en Chine, il faut le stocker, il faut gérer les cancellations. C'est un coût d'exploitation qui est monstrueux. En plus, au final, le client, encore un énième vase blanc qui est toujours le même, j'attends une semaine pour l'avoir. C'est pas super appealing. Si on peut donner à la place quelque chose qui est instantané, qui a une valeur perçue plus forte, qui est sociale, il y a peut-être un coup à faire pour baisser les coûts de promotion, qui sont peut-être c'est peut-être pas le problème que tu entends le plus parler sur le marché, de réduire les coûts de promotion. Je vais parler à un retailer qui a des warehouses entiers de pilots parce qu'ils vendent des mattresses, c'est énorme. Alors, celui ou celle, enfin, disons celui, allez, qui reçoit des Facebook Credits, il fait quoi avec? Dans l'histoire que tu racontes, on ne va pas mettre la réalité on va pas laisser la réalité nous gêner, mais dans le conte de fées, il va faire quoi avec Alors, juste pour donner la définition des Facebook Credits pour les gens qui ne sont pas familiers, en fait, Facebook Credits, c'est une monnaie qui a été imposée de façon unique sur Facebook depuis le 1er juillet l'année dernière. Cette année, tu dis unique ou unique? Unique. Unique. Qui certains appellent la taxe 30%, c'est un peu modèle à la web. Donc si vous avez une application sur Facebook, vous voulez la monétiser, vous êtes obligé de passer par les Facebook Credits, et là où Facebook prend 30% de commission. Vous pouvez imaginer qu'avant Zynga faisait son chiffre, il gardait 100% de leur marge, et du jour au lendemain, il y a Facebook qui impose sa taxe et récupère 30%. Ça fait une économie quand vous voyez le chiffre de Zynga, vous prenez leur chiffre d'affaires déclaré là, je ne sais pas, c'est 1 milliard, 30%, 300 millions direct pour Facebook. Donc ces Facebook Credits permettent quoi? Permettent d'acheter des biens virtuels dont on a parlé. Depuis quelques mois, il y a pas mal d'accords, maintenant il y a Warner Brothers, il y a Universal et Miramax, qui permettent de louer des films directement dans Facebook. Avec les Facebook Credits. Avec les Facebook Credits. En Allemagne et en Angleterre, ils ont lancé des émissions de reality TV, je crois que c'est Big Brother, où en fait les gens d'habitude payent par SMS. Là, vous pouvez voir les émissions depuis votre compte Facebook, échanger avec vos potes pendant ce temps-là, et vous pouvez aussi payer par les Facebook Credits. Et l'attraction commence à être intéressante parce que dès qu'ils l'ont lancé, il y a quand même 10% des votes SMS qui ont été faits avec les crédits. Je trouve que c'était moderne. Donc en fait, je crois que bientôt ils vont annoncer que tu pourras souscrire à Spotify, Premium, en payant avec des Facebook Credits. Et quelle que soit la transaction en fait, que les gens vont être amenés à faire sur Facebook, ça va être obligatoire. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça que j'hésitais entre unique et unique. C'est bien. Ouais, tout le monde se demandait quels sont leur business model, je pense que non, tout le monde a compris. Oui, on peut ça.
Ben, ils ont deux business models. Donc. Une source de revenus qui est la publicité, et l'autre sont des taxes qu'ils prélèvent sur les transactions. Mais c'est un modèle à la oui. Ça marche. Et donc, comment est-ce que tu gagnes de l'argent dans ce circuit? Nous, en fait, on a un partenariat assez unique avec Facebook, parce qu'on est branché sur leur API qui nous permet d'offrir ces Facebook Credit de façon instantanée. On a créé une plateforme techno qui nous permet de donner ces crédits de façon sécurisée. On a créé plus de 220 filtres qui permettent notamment de gérer la fraude, parce que vous pouvez imaginer quand vous donnez des biens virtuels, vous avez deux types de hackers qui essaient de craquer le système. Ça, c'est de l'argent réel, au final. Et on a une plateforme qui permet de gérer les campagnes sur différentes intégrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on peut donner des incentives aux gens quand ils vont check-in dans un magasin, quand ils vont acheter quelque chose en ligne. Donc ça va être acheter ou enregistrez-vous, souscrivez un email, downloadez mon application et recevez des Facebook Credits. On vient d'étendre des partenariats. Haute Facebook Credits, on travaille maintenant avec, je crois qu'on est la première boîte à bosser avec Apple sur les e-gift cards d'iTunes. On peut offrir des iTunes Credit Cards de façon électronique. On est assez donc un marchand, en étant ton client, un marchand peut offrir, le fleuriste par exemple, peut offrir soit des Facebook Credits, soit des cartes iTunes. Soit des virtuelles. Exactement. Et on a aussi un deal avec Skype, et on peut offrir des Skype Minutes. Et nous, vraiment, la volonté de la société, c'est d'arbitrer quelque part la valeur perçue des clients finaux. Je vous donne un exemple qui est assez marquant, c'est quelques chiffres essentiels. On donne 60 minutes gratuites sur Skype, et le coût réel est de $1. Mais quand on sonde les gens, la valeur perçue elle est à $4-5. Et ils agissent tel quel, quoi. Ouais. Et donc toi, tu te situes dans cette marge-là. Donc pour répondre à ta question, on facture la technologie et une commission sur le digital. C'est comme ça qu'on émerge. Et quelle est la taille de l'entreprise maintenant? Si tu entreprise, le chiffre clé, c'est qu'on est 13 full-time employees, on a quelques stagiaires, on est basé à Headquarters sur Menlo Park, on a un petit bureau à New York et un bureau à Paris. On a 50 clients, plutôt des grandes marques. On a Universal Pictures, Walmart, Coca-Cola, Auchan, Redoute, en Europe, des Benaz. On target vraiment le Fortune 500. Les résultats sont assez stupéfiants. C'est-à-dire que nous, vraiment, le concept, c'était de se battre pour faire baisser les coûts de promotion, mais on a remarqué qu'on a lancé des campagnes, en fait. On améliore les taux de clics, on améliore les taux de transformation, on augmente le panier moyen, et à la fin du flow, comme c'est très social, les gens partagent sur Facebook, on génère des ventes incrémentales aussi. En fait, quand tu additionnes la valeur globale de ce qu'on apporte, c'est assez pas. D'accord. Et donc tu vas faire combien de chiffre d'affaires cette année? On va pas faire beaucoup encore. On n'a pas de sales encore temps plein. Donc je peux te dire, on va faire 1,2 million, 1,3 million. On a levé qu'en septembre. Tu avais combien? On a levé en tout 8 millions de dollars, en tout 9 millions. Donc tu as le moyen de travailler. Ouais, c'est ce que je croyais, mais en fait, quand tu bosses bien ton PNL, je peux te dire, avec les coûts ici, les salaires et tout, c'est pas la même avant et après, en fait. Ça part très vite. Alors dis-moi, tu as parlé de ton business de façon vraiment très intéressante et je trouve, en tout cas pour moi, extrêmement réjouissante, mais pourquoi est-ce que tu réussis dans ce business-là? Là, j'ai vraiment pas encore réussi. Pourquoi est-ce que tu vas réussir dans ce business-là? Ah oui, parce que je lâcherai pas. Je crois que c'est ça. T'es quoi? T'es un morpion? Tu te mets sur les clients, tu ne lâches pas? Non, sérieux. Je trouve que c'est une très grande qualité. Donc, dans une journée, ici, tu peux avoir 10 raisons par jour de laisser tomber. 10 raisons. Et peut-être 11 raisons de ne pas lâcher. Et pourquoi est-ce que les clients te confient des budgets? Je pense qu'on a fait un bon coup de succès, c'est que je suis arrivé, j'ai pris 3 nouveaux associés ici. Il fallait que c'est tellement by the book, la démarche aux US quand vous arrivez de France, entrepreneuriat, ça n'a tellement rien à voir qu'il fallait. Déjà en plus, je ne connaissais pas la techno, j'ai bossé pendant 15 ans avec le même mec, on avait vachement séparé les fonctions, moi je faisais que la partie commerciale et marketing, il gérait toutes les merdes, les complications. Et là je me suis retrouvé en pleine ligne.
nouvel environnement et tout. Donc je pense qu'on a recruté de très bons cofondateurs. Un qui était l'ancien patron de Shopwalk, équivalent de la FEVA aux US, qui est peut-être le plus gros carnet d'adresses du retail aux US, qui nous a donné une sorte de crédibilité au projet. Parce que je t'explique pas l'année dernière, quand tu vas expliquer à des gens, tiens, achète-moi des biens virtuels pour mettre sur ton site web et sur la homepage en plus, vous allez bien accroché. Et je veux dire que le gros problème qu'on a eu commercialement, c'est qu'en fait les clients, ils n'ont jamais joué à ces jeux. Ouais. Les clients, c'est des mecs, 40 ans, machin, ils jouent pas à ces jeux, c'est la nana de 43 ans. Donc, va le convaincre qu'il ne faut pas qu'il pense à lui, mais qu'il pense à ses clients. Il faut y aller. Et je pense que... Et comment tu fais alors? Tu es en face du client, qu'est-ce que tu dis à un quadragénaire qui n'a jamais joué sur Farmville ou Zynga, etc. Qu'est-ce que tu lui dis pour lui dire je vais vous faire les couilles en or parce que Les premiers clients, ils se sont dit je vais faire un coup de pierre. Ils n'ont jamais dit je peux dire que c'est ça. Les premiers clients, ils se disent je vais être le premier à le faire, ouais, ça va ramener. Sauf qu'on avait promis à 4 en même temps qui seraient les premiers. Oui, et les 4 ont signé. Donc dans leur vertical, ils étaient chacun les premiers. Et puis voilà, et après, ben, on avait ce mec-là, Scott, qui est excellent. Notre nana au niveau technique, elle est en background, elle vient de chez Google Research. Le mec du produit vient de chez PayPal, il a bossé sur des programmes de fit pour eux. Je pense que c'était solide, on a fait un Comment est-ce que tu les as recrutés alors? Parce que pour être... Scott, je lui ai ramené du business pendant une dizaine d'années, je le connaissais assez bien. D'accord. Parce que j'aime mes clients faire des visites ici dans ces salons. Le mec de PayPal, il a postulé chez un de mes advisors. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris 10 advisors. Encore une fois, je ne connaissais rien, il fallait un réseau. Donc en plus, on a une douzaine d'advisors, donc des gens qui nous ont aidés à différents stades, soit aux introductions, soit pour de la réflexion. Et donc, il y a Sushit qui vient de chez PayPal, qui allait voir un de nos advisors, qui lui dit j'aimerais venir être patron du produit chez toi. Il lui dit chez moi, tu seras numéro 3, mais va chez Mickaël, tu seras numéro 1. Il a pris le pari. À Google, j'ai entendu qu'elle faisait chier chez Google, qu'elle avait vesté quasiment, et je lui ai envoyé un email par jour, c'est ce qu'elle lâche. Et ça a duré quand même un mois. Est-ce que tu es marié alors, justement, tiens, ouais. Tu es marié. Et tu as eu à recruter ta femme comment? Laborieux aussi, parce qu'elle vient de Verdun, tu vois. Donc, non mais sérieux, quand est-ce que vous êtes connus avec elle? 22 ans. 22 ans. Donc tu as 28, ça fait 6 ans que vous êtes mariés, c'est ça? On est mariés depuis un peu. Ça fait plus longtemps que ça. Et je sais pas plus que 28. Non, un peu plus que ça, pardon. On dirait depuis 10 ans. Très bien, très bien. Et tu l'as, non mais sérieusement, ta femme, tu l'as courtisée de la façon dont tu courtises le client. Raconte-nous un peu. C'est bien personnel. Ah oui. Ah oui. Non, mais c'est intéressant. Non, mais le problème, c'est si je m'en rappelle pas, je m'en prends une. Si je sais comment ça s'est passé, je m'en prends une. Là, j'ai pas le choix. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, très bien. Alors, donc, quand tu recrutes, c'est comme avec les clients, tu ne lâches pas. Ce qui est fantastique aux États-Unis, c'est que j'aurais tapé mon premier client en France à 5-10K le premier IO. Ici, il a fait 100K. Ici, je le dealais avec le CEO de la boîte, qui est une des top 50 des marchands retail. En France, je gérais des budgets donc de très grosses boîtes, j'ai mentionné tout à l'heure. Il y en a un, j'ai dû dépenser 40 millions d'euros en 3 ans. J'ai eu le droit de voir le DG au bout des 3 ans, pour imaginer le nombre de doléances que j'avais. Et il m'a écouté, il m'aurait dit ça en faisant autre chose. Et c'est toute la différence. Ouais. Enfin, je peux déjà écrire un bouquin sur la différence entre les deux pays pour entrepreneurs. Ah mais... Just do it. Vas-y. C'est juste une expérience perso, mais... Attends, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience perso. On n'est pas venu voir une présentation de PowerPoint officielle, oui, c'est d'ailleurs étonnant. Comment? C'est d'ailleurs étonnant, c'est la première fois que je ne vois pas le PowerPoint. Je vais voir un avocat ici. Oui. Le premier avocat pour qu'il me briefe un peu sur comment ça se passe. Le mec, il a son nom sur le building, gros building, je dis, oh, ça va coûter cher. On m'avait introduit pour le voir. Premier meeting, il ne parle pas de ses tarifs, j'étais mal à l'aise, je sais pas ce que je lui en parle et tout. Deuxième meeting, il ne parle pas de ses tarifs. Troisième meeting, c'est quoi vos tarifs? Il me fait, bah, écoute, si tu te plantes, tu ne payes pas. Alors pour moi,
qui s'est fait plumer, quand même sévère. Tu sais, un avocat qui se fait plumer, je n'aurais pas, pardon. C'est pas la configuration la plus fréquente. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc les mecs, super bien, super business. C'est-à-dire que je prépare un contrat pour que ça me coûte trop cher. Donc je prends les anciens trucs que j'avais, je bidule un truc de 4 pages. L'avocat il vient, il arrête tout, ça devient une page. En France, ça aurait été 12 pages. C'est son business. Enfin, tu sais ça mieux que moi. Non. Il y a ça, il y a la banque, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider et tout. Moi j'avais mon traumatisme, que je crois que quand la boîte tournait bien, je voulais emprunter pour m'acheter une caisse. J'avais pas le droit parce que j'étais entrepreneur, je ne montrais pas 5 bilans positifs, alors que j'avais des employés de la même boîte qui pouvaient s'acheter une baraque. Alors entrepreneur, t'as pas le droit. Donc vraiment je peux t'en raconter beaucoup. Non, je vois. Alors, bon. Maintenant, on va se projeter un peu dans l'avenir. Dans 10 ans, comment est-ce que tu te vois? Alors, je ne vais pas te poser des questions du style Dieu, c'est quoi pour vous? Non, pas aussi. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu as envie de faire à un peu plus long terme? Tu sais quoi? J'ai toujours été hyper curieux, toujours voulu faire plein de trucs, m'intéresser à plein de choses. Je suis tellement au taquet sur mon job, mais je suis 100% au quotidien. Parfois on me demande c'est quoi mon avis sur un truc et tout. Un élève de CP dans la meilleure avec moi aujourd'hui. J'ai jamais été autant concentré sur un sujet. J'ai toute mon énergie, tout est focalisé là-dessus. Et mon objectif, tu vois, là, je pense qu'on s'est bien débrouillé cette année, mais parce qu'on s'est mis des objectifs de 3 mois. On a tous réussi là, c'était une première dans ma carrière. Je pense que là, je suis obligé de me mettre un objectif à 1 an de plus. C'est déjà un gros problème pour moi. Et 10 ans. Oui, c'est bon. Autre chose, alors on va essayer de qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait jusqu'ici? Est-ce que ta vie qui nous paraît quand même assez bien remplie, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais dû faire que tu n'as pas pu faire? Un MBA à Stanford, j'aurais bien aimé. Je suis venu en 96 pour des vacances. J'ai réussi à rentrer dans un cours de commerce électronique. Je pense que si le donner maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui apprennent à faire des choses. Ça m'a marqué. Et donc, ouais, avoir cette culture avant. Ici, quand tu viens à 35 ans, c'est quand même très différent que quand tu as un étudiant de Stanford qui sort et qui lance cette startup. À tous les niveaux. Au niveau de ta relation avec les VC, au niveau. Je pense à tous les niveaux. Au niveau de ce que ça demande. Au niveau du salaire que les VC demandent. Oh, quelle enchance, si vous saviez. Donc, ouais, donc j'aurais eu une expérience. Mon anglais est super laborieux. J'aurais eu une expérience aux US avant. Je pense que ça aurait été un gros booster pour faire quelque chose ici. Petite frustration. Ah oui, non, d'accord. L'autre frustration, c'est ce que je te disais. Je pense que c'est un vrai problème de fond, c'est de savoir quand il faut lâcher. Il faut accepter de ne pas se battre tout le temps, toutes les bagarres. Non, parce que tu te reproches un peu d'être. Non, mais peut-être par voie, j'ai tellement galéré les premières années, j'aurais peut-être fait du consulting, j'aurais été beaucoup mieux formé, j'aurais fait beaucoup moins de conneries par la suite. Peut-être, je sais pas. Là, j'ai appris sur le terrain et peut-être qu'on apprend plus vite si on le fait avec les sous des autres, ou plus grosse échelle, ou avec des mentors. Est-ce que tu as fait de grosses erreurs, à ton avis? 3 par jour. Non, des grosses erreurs. Non, évidemment, on apprend en fait qu'avec les erreurs. Mais est-ce que tu as fait, est-ce que vraiment, il y a un jour, tu as tourné à droite ou tourné à gauche et que ça a été vraiment une mauvaise décision? Peut-être pas, hein, parce que tu as l'air assez prospère et d'avoir fait beaucoup de choses. Ouais, j'ai une relation trop affective avec une boîte que j'ai vendue. Ouais. Tu as vendu trop tard alors? Non, j'ai vendu peut-être trop tôt. Je ne parle pas de business, je parle pas d'argent. Je pense que la décision financière était bonne. Ouais. Je pense que, j'ai appris un truc énorme, c'est que même quand on vous achète en cash, il faut faire une diligence sur la boîte qui vous achète. J'aurais jamais suspecté ça. Je n'avais pas d'expérience non plus là-dessus. Je les ai toutes faites. Non, mais non, tu sais, dans la salle, t'as des concurrents là. Hein, parce qu'ici, on ne peut survivre que si on fait quand même quelques, enfin même pas mal d'erreurs.
Et par exemple, je me rappellerai, mais je pense que tu as bien vu, le jour où je donne les chéquiers, la signature, j'ai failli chialer, quoi. C'est comme si je donnais mon gamin à l'adoption. Qu'en fait, tu te prends tellement de gamètes, c'est tellement dur. Et que parce qu'en fait, quand on a vendu la boîte, on a vendu les autres boîtes avec, on a tout vendu en même temps, donc c'était 12 ans de boulot. Ouf. Hallucinant, j'aurais jamais cru ça. Tu sais, tu te bats pour l'apprendre, optimiser le deal, machin, etc. C'est comme un bon chéquier, il est plus à toi, le machin, t'es plus rien. Tu te dis merde. Tu sais, le mot investissement, en français, pas d'ailleurs en anglais aussi, ça va dans deux directions. Ça va dans le fric, mais ça va aussi dans l'affect, l'investissement affectif. Et donc, c'est normal, en fait, c'est la même chose. Tu ne peux pas être entrepreneur et détaché. Hein, c'est plus pas possible. Donc, bon, écoute, on va passer aux questions de l'auditoire. En tout cas, je te remercie parce que vraiment, nous espérons les uns et les autres, et j'espère, dans mon cas, avoir des conversations personnelles, quelqu'un qui nous dit « je » plutôt que de nous parler de la stratégie globale de l'entreprise. C'est vraiment une expérience personnelle. Je te remercie beaucoup. Et je te livre aux questions de l'auditoire. Merci d'abord pour avoir exprimé tout ce qu'on a subi tout bas. Mais c'est vraiment ça. Une question, toute cette monnaie Zynga, c'est légal ce truc-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des lois aussi. C'est vrai que les produits à 100% de marge, ça doit être pas. Non, c'est pas ça, c'est la création d'une monnaie circulante qui est parallèle au dollar. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de lois du genre. Il y a eu un peu de législation aux États-Unis sur ce qu'on appelait script. Alors script, c'était une sorte de petite monnaie qui était créée par exemple pour une école, pour sa tombola, des choses comme ça. Et donc ça s'est tellement fait pendant très longtemps aux États-Unis qu'il y a eu à la fois de la loi et des coutumes sur le sujet. Maintenant, je suis comme toi, de temps en temps je m'interroge. Après la guerre de sécession, ils ont fait ça dans beaucoup de villes américaines. Et dès que ça s'est calmé, le gouvernement fédéral leur est tombé sur le dos en disant donc, qu'est-ce que vous croyez qu'ils sont en train de faire? Des billets parallèles. Bon, c'est dangereux ça. Ça s'est fait aussi, si je ne me trompe, ça s'est fait pour Second Life. On ne parle plus de Second Life. Oui, j'allais dire, il n'y a pas Second Life, ça ne fait pas partie de tes. Ça ne fait pas partie des monnaies virtuelles qui tu distribues. Second Life, on n'en entend plus parler, c'est vrai. Non, pour l'instant, on est vraiment focusé sur Facebook. Ouais. Les programmes de fidélité, c'est un peu la même chose. Oui, les points, les miles, Nicolas Elbaz nous ramène aux miles aériennes. Il y a des spéculations, c'est que Facebook a dû créer, parce qu'ils essaient d'être un peu plus agressifs sur ces marchés-là. Et ils ont créé, je crois, de façon assez discrète, une subsidiary qui s'appelle Facebook Payment Inc. Et pour réfléchir à avoir un statut de banque, je pense, pour sortir du cadre uniquement de la plateforme Facebook. Mais c'est quoi le plan B alors pour vous? Il faut que le plan A marche. Monsieur? Tu dis que tu avais levé $1 million, je crois. Donc, est-ce que tu as des VC américains? Et si oui, comment tu t'es pris pour qu'on ait des VC américains, toi, français, qui ont débarqué? Là, on a fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est une AG en plus, j'ai quelques actionnaires dans la salle. En fait, on avait $1,5 million avec un tour de seed. Et j'étais très surpris parce que le premier rendez-vous que j'ai fait, qui était plus d'ailleurs pour avoir l'avis d'un VC, j'ai reçu une term sheet tout de suite avec 4 slides. C'était pour moi assez incroyable. C'était tellement incroyable que je n'y ai pas cru en fait. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je vais voir quelqu'un d'autre pour avoir de meilleurs termes. Et en fait, on a levé, on a eu beaucoup de propositions ici des US. J'étais très choqué par les termes. Mais tu vois, avec la maturité, encore une fois, je pensais que c'était tous des voleurs, ils m'arnaquaient, machin. Mais en fait, je connaissais pas. Quand tu connais pas, t'es naïf, on te dit, il y a un truc qui s'appelle le vesting, tu n'avais jamais entendu parler. Et on dit, ta boîte, c'est pas ta boîte, tu la divises sur 4 ans et tout. Je me dis, non, mais c'est ma boîte, vous avez pas compris. Mais je suis sérieux en plus. Mais c'est quoi ce truc-là? Quand tu l'as jamais entendu, c'est un truc qui est la science-fiction pour moi.
Donc bref, j'ai refusé pas mal d'offres US. Je suis allé après voir des gens plutôt angel, individuels. Et il y a eu quand même un VC US, Tugboat Ventures, qui nous a fait confiance. Et on a eu pas mal d'individuels qui ont monté 1,5 million comme ça, un mix de français et d'américains. La seconde levée, on a eu des propositions de VC US ici. On a eu un gros succès en France avec des propositions qui étaient bien plus élevées. Donc on a levé en France. Enfin en France et en Allemagne. Donc je pense que pour répondre à ta question derrière, est-ce qu'on peut, en débarquant comme ça avec notre accent camembert, avoir des VC US? Je pense qu'on ne pourra pas avantager. Mais ce n'est pas du tout impossible. Il y a plein de monde qui montre que c'est faisable. Par contre, il faut bien connaître. Je pense qu'il y aura des bouquins VC by the book et je pense qu'il faut le lire. Il y a un vrai process, une vraie mentalité, une vraie manière de présenter. Tu avais levé en France ou pas? Avec des VC français? Ou est-ce que tu dis c'est par rapport à lever en général, il y a une vraie différence entre le VC américain et le VC européen? Très différent. J'ai voulu montrer que j'ai bossé comme un dingue sur mon PNL. J'ai passé un bon max de temps. Chaque fois, ils font passer le slide. Attendez. En plus, j'ai mis sur un slide, alors vraiment, j'en avais 20 des slides. Ils ne voulaient pas lire mon PNL. J'étais juste frustré, quoi, intellectuellement. Je vais me confronter aussi. Ils ne voulaient pas lire mon PNL. Je peux te dire pourquoi. Enfin, on peut. Moi, j'ai compris. C'est 3 mois prélevé, j'ai compris. Parce que nous non plus, on n'aime pas la science-fiction. Donc. Non, mais il y a du bien et du moins bien, et je pense que ça dépend aussi beaucoup de ton histoire personnelle et de ce que tu veux faire. Voilà, moi j'ai eu un problème sur mon dernier roll-out, j'étais à cheval sur les clauses derrière parce que j'ai payé très cher de ne pas être à cheval avant. Du coup, pour moi, c'était un cheval de bataille qui était plus important que le prix. Tu vois, chacun a une histoire, peut-être accepter les termes aussi qu'il n'est pas accepté. Grosso modo, c'était quoi la différence entre l'Europe et ici pour le CDA? En termes de montant, de valorisation? Les conditions, plutôt les termes, pourcentage. Les termes, je pense que tout ce qui est accélération, une fois que la boîte est vendue, c'est plus souple en Europe. Le vesting, plus souple en Europe. Ils nous ont pas emmerdé pour des trucs comme les salaires, alors que ici, ils nous ont fait des histoires. Il y avait un gros truc aussi sur le pool, par exemple. C'est le truc, c'est de me faire, je suis désolé. Je peux y discuter, mais je peux rester jusqu'à minuit, si on ne change pas d'avis. Mais par exemple, j'ai déjà 5 cofondateurs dans la boîte. Ils me disent, ah mais c'est pas assez, tu vas recruter 200 000 personnes. Donc il faut que tu gagnes encore entre 15 et 20%, même on est 17% de la boîte dans son dépôt commercial. En fait, ces 17%-là, en fait, ils ne sont jamais utilisés parce que c'est des stock options, après il y a le taux qui peut être élargi. Mais en fait, vous restez avec 17% de la boîte qui vont peut-être rester à 12%. Et s'ils ne sont pas utilisés quand vous vendez la boîte, c'est redistribué à tout le monde. Donc les VC qui ont peut-être 30% de la boîte, ils prennent 4% encore. C'est encore une manière de négocier. Quand tu as 5 cofondateurs, tu n'es pas réceptif à donner un peu les 17% par exemple. Enfin, Non, ça dépend ça dépend de la situation, c'est au cas par cas. Parce que la raison pour laquelle les VC veulent un pool assez abondant, c'est pas pour le reprendre ensuite. Ça, je peux te dire, c'est pas un calcul qu'on fait. Ça nous traverse pas la tête. Ça arrive en effet. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir recruter le mieux possible. C'est une arme, le pool, c'est une arme de recrutement. C'est ni plus ni moins. Il y a un tarif syndical, alors à tort ou à raison, parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les firmes de capital risque. Et donc quand on a une bonne affaire comme la tienne, il y a finalement un prix du marché pour la valeur de l'entreprise, pour le pool, etc., qui s'établit. Et c'est important, en tout cas dans notre esprit, c'est extrêmement important, et d'ailleurs tu l'as fait toi-même, de bien recruter. Donc là-dessus, on est sur le même terrain. Et puis alors, je peux te dire aussi, ça dépend des firmes de venture capital. Parce que je peux aussi te dire, après maintenant ça fait 9 ans, un peu plus de 9 ans, tout ce qu'on dit de mal de la profession est justifié. Comme ça, on ne va pas perdre du temps. Et c'est à toi de choisir après. Non, mais c'est après à toi de choisir, le poison que tu veux. La firme de venture capital que tu veux. D'autres questions? La société est française ou américaine? Alors, américaine. On a créé une filiale française en fait, parce que on a levé en France, on a dû faire un petit, je pense que c'est assez unique aussi, un contrat de swap.
truc juridique encore, plus d'argent. En fait, les investisseurs français, pour la majorité d'entre eux, sont des FCPI, donc ils peuvent investir que dans des sociétés européennes. On ne l'était pas, c'est une corporation de la web. On a dû créer une filiale qui, elle, a reçu l'investissement et on a fait un contrat de swap avec les US. Le paramètre prépondérant du succès, c'est le succès des Facebook Credits. Si ça cartonne, tu décolles complètement. C'était la manière, en fait, de départ. On n'était pas sûr que ça allait prendre les Facebook Credits parce qu'on n'avait jamais entendu parler avant que Facebook nous en parle. Nous, c'est de dire, tiens, il y a la marque Facebook, c'est peut-être qu'on arrive à avoir l'excitation des annonceurs et mettre un pied dans la porte chez eux. Après, on arrive à bien avoir autre chose. Donc, c'était la stratégie. Et ce contrat, il est tombé. Facebook, ça m'a fait un miracle. La boîte n'était pas encore créée, on n'était pas les cofondateurs. Un pote d'un pote nous a fait rencontrer Facebook, j'étais déjà super content de voir la fait des photos et tout. Et après, on nous a proposé le deal et d'accord, merci. C'est ça, mais si c'est pas Facebook, ce sera autre chose, mais on sent que ça doit être un moteur central, non? Le truc. Aujourd'hui, oui, parce que Facebook nous envoie la moitié de nos clients, parce qu'on a une super relation avec eux, parce que on a formé plus de 50 $ commerciaux qui présentent nos offres, donc c'est un truc, quand tu penses, tu m'aurais dit ça il y a un an, tu vois, des Coca-Cola, des annonceurs qu'on arrive à avoir, ça ne sort de nulle part. Facebook a été un gros booster pour ça. Ouais, tu surfes là-dessus. Mais aujourd'hui, en termes de performance, par exemple, les premiers tests internes qu'on a fait sur du Skype minutes, ça marche mieux. Ouais. C'est assez étonnant. C'est quoi la technologie derrière? Java, PHP, Ruby? Vous voulez bien, oui. Ne pose pas une deuxième question. Je saurais pas. Au niveau des taux de conversion par rapport à un produit fini, quelle est l'amélioration avec un développeur? Ça va faire présent plus. C'est pas sur assez gros volume tout de suite, mais on est sur l'ensemble de nos clients entre plus 30 et plus 500%. 500 mais c'est des volumes, malheureusement. Je peux vous parler du problème pendant très longtemps, ça je peux vous assurer. Pas rentrer, mais on n'arrive pas encore à le faire sur des volumes conséquents. Mais les résultats bruts, ROI, sont très très bons. Bien, bah écoute, je crois qu'il y a le bar qui nous attend, donc on va pouvoir continuer. Merci encore. C'est bien, Un petit souvenir de DBF en attendant le blog de l'IPO. C'est juste un pas vers le site de l'IPO. Merci beaucoup.